OK, bonjour à tous, bon mardi matin. Bienvenue à notre webinaire organisé avec deux invités très spéciaux de chez SAP Levallois à Paris. On va vous parler aujourd'hui ils vont vous parler comment créer des tableaux de bord SAP Business Objects avec Web Intelligence. Donc, vous avez bien sûr, j'en suis convaincu, plusieurs années d'expérience à utiliser Webby pour faire des rapports, mais Webby est de plus en plus un outil très puissant pour faire des dashboards, pour faire des tableaux de bord. Et puis, aujourd'hui, comme je disais, on a la chance d'avoir deux invités de marque de chez SAP. Donc, premièrement, Pascal Gaulin, qui est expert produit chez SAP. Donc, il fait partie des équipes de développement qui créent Web Intelligence et autres produits BI. Pour vous tous. Et puis aussi, Grégory Botticcio, que vous avez, j'en suis sûr, la chance d'avoir rencontré un certain nombre de fois dans des salons user group ou dans certains webinars organisés dans le passé. Donc, qu'il est product manager chez SAP. Et puis, finalement, moi-même, Patrick Perrier, donc directeur analytics ici chez GBL Smith. OK, juste avant de débuter, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. Dans l'interface GoToWebinar, il y a un endroit spécial pour poser vos questions. Je vais vous montrer ça dans une minute. Donc, au fil de la présentation, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, à la toute fin, Pascal et Grégory répondront à vos questions. Aussi, cet enregistrement ou ce webinaire est enregistré, donc il vous sera partagé. Il sera partagé aussi sur le site LinkedIn Webby Formé. Donc, je vais mettre le lien dans le chat un peu plus tard. Et puis, à la toute fin, il y a un petit questionnaire qui prend une vingtaine de secondes. On aime toujours entendre parler de vous, savoir ce que vous avez aimé aujourd'hui, ce qu'on peut faire de mieux pour toujours vous donner le meilleur service possible quand on organise ces webinaires. Donc voilà, pour poser vos questions, je vois qu'il y en a qui arrivent déjà, donc c'est très bien. Tout en bas, à droite, vous ouvrez le petit onglet questions, puis n'hésitez pas encore une fois à nous faire part de vos commentaires et questions. Sur ce, je vais donner maintenant la main à Grégory et Pascal pour, voilà, je viens de vous mettre présentateur, vous pouvez partager votre écran et puis nous parler de tableau de bord. Très bien, merci beaucoup Patrick. Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé avec notre partenaire 368 GBL Smith. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce matin. Alors, avant de commencer, Patrick, tu veux me donner la main pour partager mon écran? C'est fait. Je l'ai donné à Pascal, à moins que je dois le donner à toi peut-être. Oui, c'est à moi, s'il te plaît. Ah, d'accord. C'est fait. Voilà. Show my screen. Tu me dis quand tu vois mon écran. Oui, c'est bon? On voit la login screen. Parfait. Ok, et maintenant, je vais faire ceci. Et voilà. En plein écran, c'est bien mieux. C'est bon? C'est bon, c'est parfait. C'est parfait, très bien. Alors, commençons. Alors, ce webinaire, comment utiliser Webby pour créer des dashboards? Alors, pourquoi ce webinaire? Tout simplement parce que ce n'est pas une de nos idées. C'est suite à de nombreuses rencontres avec des clients, comme vous, qui nous ont partagé la manière dont ils utilisaient, dont ils souhaiteraient utiliser Webby de cette forme. Donc aujourd'hui, comme vous savez, Webby est un outil très puissant dans le domaine du reporting. Il est très agile, il est très polyvalent et de nombreux clients l'utilisent dans ce but, c'est-à-dire de créer des dashboards. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment faire cela dans quelques instants.
Alors, je ne vous présente pas Webi. Je pense que si vous avez participé à ce webinaire, vous êtes très familier avec ses qualités. Donc, et de la manière dont on le positionne aujourd'hui sur le marché. Donc, Webi, c'est un outil pour faire des requêtes ad hoc, pour faire de l'operational reporting, c'est-à-dire du reporting opérationnel sur des tas des domaines d'activité très différents. Et vous l'utilisez également pour faire de l'analyse, analyser vos données, les acquérir, les analyser et les partager dans un framework qui est répétable. C'est le but du graphique que l'on voit sur la droite. C'est-à-dire vous posez votre question, vous analysez. Cette analyse, vous la formatez, vous la présentez d'une certaine manière et ensuite vous la partagez avec vos utilisateurs. Et une fois que vos utilisateurs reçoivent ce document Webi, ils peuvent interagir avec celui-ci. Ils peuvent à leur tour l'analyser. On parle dans ce cas d'analyse guidée. Ils peuvent collaborer, c'est-à-dire ajouter leurs propres commentaires, par exemple sur une KPI ou sur le résultat d'une cellule, etc. Et s'ils ont les autorisations, s'ils ont les droits d'édition, ils peuvent modifier le document qu'ils ont reçu, modifier la requête si cela leur a été autorisé, et à leur tour poser leurs propres questions sur la base de données, analyser, remettre en forme, partager, etc., etc. Donc ça donne un petit cercle qui est presque qui peut être un peu virtueux, parce que d'un côté on peut avoir toute une catégorie d'utilisateurs qui auteur et d'autres qui consomment, qui en mode lecture le document Webi, mais ce type de workflow peut être imbriqué, c'est-à-dire les lecteurs peuvent être autre chose que des lecteurs stricts, ils peuvent être également des designers, et les designers peuvent rester designers bien sûr. Alors, en termes de capacité, les principales fonctionnalités à votre disposition, vous les connaissez, c'est le query panel pour faire de la query, l'interface de design pour mettre en forme, analyser et injecter des interactions dans votre document Webi. Cette même interface vous permet, grâce à des fonctionnalités de la plateforme, de faire de la collaboration et du partage de documents. Vous pouvez mobiliser dans le sens ouvrir vos documents Webi avec votre tablette ou téléphone ou smartphone préféré grâce à l'application BI Mobile Application. Pour cela, il y a des best practices à mettre en œuvre. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, avec Webi, vous avez des SDK qui vous permettent de faire ce que vous voulez de votre document Webi, soit modifier une particularité de votre document, une modifier quelque chose de particulier dans votre document Webi, mais dans 1000 documents par exemple, ou de recréer un document Webi de zéro grâce au SDK. Et en termes de SDK, on a des web services aujourd'hui. Alors, on va commencer par un premier questionnaire très très rapide. Je vous ai mentionné de Webi et la possibilité de créer des dashboards avec Webi, mais peut-être que vous utilisez autre chose pour ce use case. Donc, si vous pouvez juste aller dans la partie questionnaire, l'ouvrir et regarder, nous avons une question à vous poser qui est la suivante, c'est qu'utilisez-vous aujourd'hui pour faire du dashboard ou pas? Voilà. Donc voilà, donc c'est maintenant à l'écran. Absolument, la question c'est à part SAP Business Objects, utilisez-vous une autre solution Analytics? Donc il y a déjà beaucoup de réponses. On va laisser le sondage en cours pendant une autre 10 secondes. Donc on a mis les usual suspects, comme on dit, les Power BI, Tableau, Qlik, MicroStrategy ou peut-être autres ou pas. Ici, c'est autres. N'hésitez pas à nous mentionner quel est ce ou ces autres dans la boîte questions. Toujours intéressant pour SAP, pour nous aussi, de savoir qu'est-ce que vous utilisez. Donc, je vais maintenant fermer ce questionnaire. Il y aura deux autres petites questions à la toute fin. Donc voilà, je vais fermer. Je vais partager les résultats si tu le souhaites, Grégory. Donc, ouais. peu de surprises. Power BI, Tableau et Qlik. Ça me... peu de surprises, Ouais. j'imagine. Très bien. Et 31% autres. Enfin, les pourcentages, j'ai l'impression que tout le monde a fait. Il y avait une multisélection, j'ai l'impression, parce qu'on est au-delà de 100% si on fait la somme. Absolument, absolument, parce que c'est une question à choix multiple. Ouais.
Pour les autres, oui, si vous pouviez juste mentionner dans la boîte des questions, ça nous permettrait juste d'avoir une overview de quelles sont ces autres applications que vous pouvez utiliser. Alors maintenant, entrons au cœur du sujet. Alors, tout le monde utilise Webby pour faire du reporting, très peu l'utilisent pour faire du dashboarding, et voici pourquoi ceux qui l'utilisent pour faire du dashboarding ont essayé. Alors, je vais vous donner juste quelques informations sur les fonctionnalités qui sont mises en œuvre pour utiliser Webby dans le domaine du dashboarding. Alors d'abord, comme Webby est très polyvalent dans le domaine du reporting, Webby vous fournit un contrôle total, ce qu'on appelle de la mise en page, de la mise en forme du document et de son contenu. Donc tout ça, ça se contrôle très finement. Et cela est nécessaire quand vous voulez utiliser Webby pour faire du dashboarding. Deuxièmement, en termes de représentation, on a beaucoup de possibilités avec Webby. On vous propose des graphiques, des représentations graphiques par défaut, que l'on a enrichi dernièrement dans le SP4, SP5 et SP6. Et pour chacun de ces graphiques que l'on vous fournit, on vous donne des tas de possibilités, des tas d'options qui vous permettent vraiment de transformer le graphique selon vos besoins, selon vos désirs. Donc, encore une fois, c'est la deuxième raison pour laquelle vous pouvez utiliser Webby pour faire du dashboarding, c'est en termes de représentation, vous pouvez aller très loin, c'est très, très puissant. Troisième raison, vous pouvez analyser, une fois que vous avez fait une mise en page, une fois que vous avez inséré des éléments de cette mise en page, vous pouvez injecter de l'interactivité. Le dashboard n'est pas nécessairement quelque chose de statique. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités pour faire de l'analyse guidée ou de l'analyse libre. Aujourd'hui, c'est entièrement possible. Et dernier point, et cela c'est vrai depuis la version 4.2 SP4, où de nombreux clients, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons fait, nous ont dit Webby, le look and feel, c'est un peu vieillot, old school. Depuis la 4.2 SP4, vous avez un nouveau mode de consommation pour l'ensemble de vos documents Webby, que l'on nomme le Webby Interactive Viewer, que vous pouvez utiliser en plus des 3 points précédents. Et le tout ensemble, l'ensemble de ces fonctionnalités, le nouveau viewer, le Webby Interactive Viewer, ça vous permet de créer rapidement des dashboards basiques. Alors, je voudrais faire peut-être un peu un step back, faire un pas en arrière et préciser un peu qu'est-ce que j'entends par dashboard et Webby. Webby, encore une fois, très puissant dans le domaine du reporting opérationnel. Dans le domaine du dashboarding, Webby, c'est pas un outil dashboarding, ça semble évident pour tout le monde. Cependant, l'outil est suffisamment polyvalent, suffisamment agile pour vous permettre de créer des dashboards basiques. J'ai envie de vous dire que si votre but, c'est de diffuser des informations, des KPI, soit de manière statique, soit de manière dynamique, soit de manière très visuelle, dans quelque chose qui ressemble à un dashboard, c'est-à-dire une page, un écran, Webby est un bon outil, j'ai envie de vous dire, dans 60-70% des cas. Pour les 20, dans les 30 ou 40% autres cas, vous avez besoin d'un véritable outil de dashboarding. Et dans ce cas-là, on entre plus dans le domaine des applications, de ce qu'on appelle le app design, par exemple. Donc pour cela, il faut utiliser autre chose. Et dans la suite SAP, on peut vous recommander des outils comme Lumira Designer ou la nouvelle fonctionnalité dans SAP Analytics Cloud qui s'appelle App Design. Donc là, on est dans un autre domaine, on appelle des applications professionnelles, du App Design, ça nécessite un peu plus de code, mais encore une fois, dans 60-70% des cas, Webby est un bon outil pour mettre en page, mettre en œuvre un dashboard et présenter des KPI et les diffuser de manière massivement à l'ensemble de l'utilisateur. Voilà. Cela dit, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec Webby en tant que dashboard? Eh ben, on va commencer par faire de la démo et je vais vous montrer ce que j'entends par dashboard à la Webby.
Alors, vous devez voir mon écran à présent Mhm. et je vais ouvrir un document Webi et je vais vous expliquer comment créer cela de manière la plus didactique qui soit. Alors, pour les personnes qui sont nouveaux avec cette nouvelle interface, donc là, ce que j'utilise, c'était le nouveau BI Fiori Launchpad qui est livré en option depuis la 4.2, BI 4.2 Service Pack 4. Et à l'intérieur de ce BI Fiori Launchpad, on vous propose une nouvelle expérience de consommation pour l'ensemble de vos documents Webi que nous appelons le Webi Interactive Viewer, qui est juste une nouvelle interface pour ouvrir et analyser et interagir avec l'ensemble de vos documents Webi. Encore une fois, seule l'interface est nouvelle, vos documents Webi restent identiques. Alors, je vais commencer par balayer un petit peu cette nouvelle interface. Donc, c'est une interface en HTML5, donc elle fonctionne sur tous les devices modernes, tels que les laptops avec des écrans touch ready, sur les tablettes ou même les smartphones. Mais si vous utilisez cela sur un smartphone, faut faire attention à la taille de l'écran et la taille du document en question. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était de permettre de naviguer très rapidement et de prendre dans le document. Donc, par exemple, on a mis ce qu'on appelle une barre qui apparaît et disparaît pour ne pas surcharger l'écran, dans lequel on a mis des raccourcis tels que ce qu'on appelle le Fit to Screen. Typiquement, c'est un petit bouton ici. On a fait du zoom que vous pouvez mettre en œuvre avec votre doigt si vous le souhaitez. Next page et des sections si vous avez des sections dans votre document. On a travaillé également sur la barre de menu, elle est vraiment allégée, elle contient le strict minimum. Typiquement ici, j'ai ce qu'on appelle une drop-down list pour accéder aux différents rapports de mon document. J'ai le bouton de sauvegarde, le bouton de rafraîchissement, la barre de filtre qui a été améliorée. Alors maintenant, tous les différents concepts de filtrage dans Webi n'apparaissent que dans une seule et unique place, qui est cette nouvelle barre de filtre. Ici, vous trouvez tous les concepts, par exemple, tels que les filtres de query, les filtres de documents, les filtres de rapports. Dans ces filtres de rapports et de documents, vous pouvez trouver les input control et tous les input control à votre disposition. Les éléments linking, donc qu'on appelle ça en français? Je sais pas. Les éléments liés, c'est-à-dire la possibilité de quand on cliquer sur un graphique, ça vous permet de filtrer un autre élément dans ce même rapport, mais également la barre de drill, donc la barre d'exploration. Tout se trouve dans une seule et unique barre à présent qui est celle-ci. Et puis on a ajouté quelques options, les options via l'export, les options de partage vers un utilisateur et quelques propriétés. Voilà. Donc ça, c'est pour l'interface moderne qui vous permet de consommer l'ensemble de vos documents Webi. En l'occurrence ici, j'ai un document Webi, mais c'est peut-être pas un document Webi dont vous avez l'habitude de voir. Ce n'est pas une table, une liste d'informations, et elle n'est pas sur plusieurs pages, elle est que sur une seule page. Donc, c'est ce que j'appelle un dashboard. Alors, pour créer cela, c'est très très simple. Ce dont vous avez besoin, c'est d'abord de créer un rapport sur une seule page. Là, vous n'avez qu'une seule page. Vous devez choisir si cette page est en mode portrait ou en mode paysage. En l'occurrence, pour créer des dashboards, cette page doit être en mode paysage parce que le format s'applique plus. Ensuite, vous allez choisir un format pour cette page. A3, A4. Si on considère les proportions, un rapport en mode paysage de type A3, ça correspond plus ou moins à un écran de laptop et ça, naturellement, les proportions sont plus naturelles par rapport aux proportions de votre écran. Donc là, ce que vous voyez, c'est un rapport, une page de type A3 en mode paysage. Mais c'est pas suffisant. Maintenant, il faut gagner de l'espace. Hein. Dans un dashboard, on n'a pas besoin de header, donc de pied de page et d'en-tête, donc ce qu'on appelle les headers et les footers, donc c'est un choix. Il faut les enlever. Donc pour cela, on les cache. Vous pouvez conserver un header, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. Ici, dans mon header, j'ai mis un logo. Voilà. Et ensuite, il y a toutes les marges. Donc les marges en haut, en bas, à droite, à gauche,
vous devez les faire disparaître, donc on les minimise, ou si vous souhaitez, vous gardez une marge très faible qui peut être de l'ordre de 1 mm ou 2 mm pour éviter que les blocs ne soient trop collés sur la bordure de cette page. Voilà. Et ensuite, pour distinguer le fond de cette page avec les éléments que vous allez insérer dessus, il est bon, j'ai envie de dire, de donner une couleur à votre ce qu'on appelle le background de votre page. Ici, j'ai utilisé un gris très léger. On pourrait envisager quelque chose de beaucoup plus percutant, du noir, avec des éléments de graphique tels que les charts et les tables qui sont en blanc. Comme ça apparaît beaucoup plus. Alors, l'élément background, il est assez important parce que là, j'ai surchargé, j'ai mis beaucoup d'éléments graphiques. Mais vous pourriez vouloir d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus graphique. Alors, comment injecter des graphiques dans Webby pour rendre cela beaucoup plus visuel? C'est très simple. Pour cela, vous devez utiliser un deuxième outil tel que Microsoft Paint ou pourquoi pas PowerPoint, ou dans une slide PowerPoint, vous allez créer une charte visuelle avec, je sais pas, des arabesques, des tas un graphique. Et ce graphique, vous avez juste à en faire une copie sous forme d'image, un point PNG ou un point JPEG, et vous allez utiliser cette image comme étant le background de votre page Webby. Et si vous faites cela, vous avez en background quelque chose de très visuel, et vous allez pouvoir glisser, déposer dessus vos éléments graphiques. Voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est juste un élément, une page A3 en mode paysage avec un fond de page en gris léger, et je suis venu glisser, déposer mes différents éléments. Alors, pour que ça fit, pour que ça rentre bien dans la page, faut tenir quand même des tailles de la page, donc de la page A3, et faut travailler sous forme de ratio. Et il faut essayer de respecter ces ratios. En l'occurrence, je définis un ratio, ici c'est 2:1. Si on regarde le premier graphique qui ressemble à une tuile, j'ai inséré une tuile, et derrière cette tuile, j'ai mis la représentation sous forme de graphique en ligne de cette mesure qui est mes ventes sur une certaine période de temps. Voilà, donc j'ai dit cette proportion, ça fait 2 par 1, 2 unités par 1. À vous de définir quelle unité en centimètres pour au cumulé, mis bout à bout, ces unités vous donnent l'ensemble de la largeur de votre page. Et ainsi de suite. Donc, en respectant ce type de mise en page sous forme de ratio, vous allez pouvoir donner ces ratios à l'ensemble de vos graphiques, donc de 1, de 1, de 1. Ici, ça doit faire 6 par 2 pour le graphique de type géomètre. Pour le graphique en forme de barre, c'est du 2, 4, 6, 6 par 1. Et ensuite, pour ce qu'on appelle le graphique papillon, c'est du 6 par 2 ou 3, etc., etc. Donc, en faisant cela, en essayant de respecter ce type de proportion, vous allez avoir des éléments graphiques qui vont tous pouvoir être positionnés les uns à côté des autres, et ils vont tous tenir dans la page. Mais cela n'est pas suffisant. La deuxième technique à mettre en œuvre, c'est aussi de positionner ces graphiques de manière très fine, un graphique ou un bloc par rapport à un autre. Et pour cela, on utilise la technique, ce qu'on appelle le positionnement relatif. Et pourquoi mettre cela en œuvre? Parce que si vous modifiez, ou si vous positionnez, si vous changez la position d'un graphique, vous ne voulez pas avoir cet effet où un bloc va se retrouver en overlap par-dessus un autre graphique. C'est très pénible à corriger manuellement. Donc, le fait d'utiliser le positionnement relatif, ça vous permet de, si je change la position d'un graphique, ou si je modifie sa taille, je ne suis pas en overlap, j'ai juste les graphiques qui sont bout à bout, côte à côte, j'ai envie de vous dire, et visuellement, ça vous permet de plus facilement corriger ce type et de mettre en œuvre ce type de mise en page. Donc ici, j'ai utilisé différentes techniques. J'ai utilisé, en termes d'éléments graphiques, j'ai une tuile, et en arrière-fond, j'ai utilisé un graphique de type ligne. Dernièrement, on utilisait des gauges dans Webby. Donc voilà, j'ai utilisé une gauge. J'ai créé un graphique de type papillon.
Donc, c'est juste des valeurs positives ou négatives en utilisant des variables. J'ai utilisé un graphique 80-20 qui me permet de voir quelle est ma contribution à travers le temps par rapport aux différents produits. J'ai les contributions positives et négatives par rapport à ma marge, un waterfall chart. Ici, je crée un bubble chart et à la fin, j'ai inséré une cellule libre. Et cette cellule libre, typiquement, ça me permet d'injecter des commentaires de cette manière. Dans cette interface, je peux insérer un commentaire. On va appeler ça premier. Premier commentaire. Voilà, je sauvegarde. Je ferme la boîte de communication. Et voilà, et mon premier commentaire est affiché. Et si je sélectionne, je peux voir mon premier commentaire dans le tooltip. Et ce qui est vrai pour ce qu'on appelle une cellule libre de type commentaire, je peux en avoir plusieurs dans un dashboard, ce qui permet de commenter plusieurs informations. J'aurais très bien pu positionner cette cellule libre de type commentaire sous mes KPI, sous mes ventes et sous ma marge, pour pouvoir donner l'opportunité à mes utilisateurs de donner leur perspective sur les raisons de la performance de mes ventes ou de la marge, etc., etc. Voilà. Alors, je vous montre un deuxième exemple de dashboard. Alors, celui-ci, il est presque en pleine page. C'est toujours sur une seule page. Cependant, je n'ai pas utilisé le mode de type page. J'ai utilisé le mode que l'on nomme Quick Display, où là, on ne tient pas compte, on n'est pas contraint par la page qui peut être de type A3 ou A4. On est plus dans un format cumulatif et le canvas de Webi va plus ou moins s'adapter en fonction du nombre d'éléments ajoutés sur le canvas. En l'occurrence, je vous montre la différence. Si j'entre à nouveau dans le mode page, qui est ce qu'on appelle le print layout dans la nouvelle interface, vous allez voir que ma page va être très rapidement tronquée, oui, parce que j'ai beaucoup plus d'éléments que ma page nous permet d'afficher. Voilà. Donc le mode Quick Layout, ça vous permet de faire fi, d'ignorer la contrainte liée à la page, et il suffit juste de glisser les éléments visuels dont vous avez besoin et de les afficher les uns à côté des autres, et le canvas va s'agrandir verticalement et de manière horizontale et verticalement également, et donc ça vous permet d'afficher probablement beaucoup plus d'éléments visuels dans votre dashboard. Alors, deuxième technique aussi qu'on peut utiliser maintenant dans Webi, et c'est vrai depuis la 4D Spaces, vous l'avez peut-être noté à l'ouverture de ce second dashboard, on peut insérer ce qu'on appelle des animations à l'ouverture du document, du rapport. Donc je vais revenir sur mon premier rapport et vous allez voir, les graphiques n'apparaissent pas de manière soudaine. Ils se construisent progressivement. Donc on a des animations que vous pouvez insérer dans vos graphiques, dans vos rapports, dans vos documents Webi de type dashboard. Alors pour cela, ça se met en œuvre très facilement. Il suffit d'aller chercher l'option qui est ici, Properties. Dans les options, il y a une option qui s'appelle Animation des graphiques, On, Off. Et si bien sûr vous les activez, vous allez voir cet effet visuel très sympathique et puissant qui vous permet d'ouvrir vos dashboards avec une animation. Alors, ensuite, en termes de navigation, et c'est là où on a fourni quelque chose qui est assez puissant également. Dans Webi, on a un document avec des tabulations, des rapports, et pour naviguer entre les différents rapports, normalement, la seule manière de faire, c'était d'aller de rapport en rapport via cette page cette navigation de rapport en rapport via cette liste déroulante. Alors maintenant, vous pourrez à la limite cacher cette liste déroulante et naviguer de rapport en rapport ou de dashboard en dashboard en utilisant cette nouvelle capacité que l'on appelle la navigation intra-rapport, c'est-à-dire dans un document Webi donné, vous avez plusieurs rapports et au lieu d'aller de tabulation en tabulation, vous mettez en œuvre ce qu'on appelle le intra-document linking,
et ça vous permet de créer cette sorte de fausse tabulation en haut de votre rapport, et vous allez pouvoir naviguer de cette manière dans votre document Webi. Voilà. Encore une fois, j'ai inséré beaucoup d'éléments dans ce rapport Webi. Webi est très polyvalent en termes de représentation graphique. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais si vous le souhaitez, vous auriez pu créer quelque chose de ce type. Donc, c'est le dashboard numéro 3, où là, c'est beaucoup plus léger. Et on va directement à l'essentiel. Et voilà. Alors, moi, je vais m'arrêter là. Et maintenant, je vais vous permettre à Pascal, qui est avec moi, de prendre la main et de vous montrer d'autres techniques mises en œuvre qui vont vous permettre de faire des choses beaucoup plus dynamiques dans vos dashboards de type Webi. Okay. Merci Grégory. Donc voilà, donc je reprends la main sur ce troisième rapport. Ici, donc on retrouve donc cette même barre de navigation qu'on a placée dans l'entête du rapport, donc avec les liens entre rapports pour naviguer dans le document. Alors peut-être que vous avez remarqué, mais en fait là on ne montre que 5 rapports dans ces liens. Et vous allez voir pourquoi un peu plus tard dans un autre rapport. Alors ce que vous avez peut-être remarqué aussi dans les précédents rapports et qu'on retrouve ici, ce sont ces nouveaux types de graphiques sous forme de tuiles qui permettent de représenter donc des KPI, des valeurs importantes dans votre document et qui peuvent être vraiment configurées à votre guise avec le titre que vous souhaitez, avec un pied de page qui peut contenir un contenu que vous avez fixé ou bien qui peut être dynamique, avec des couleurs, une forme aussi qui peut changer, bref, quelque chose qui peut se configurer très facilement. Donc si je passe donc au rapport suivant, donc le rapport produit, toujours avec donc des animations sur les graphiques. Alors j'ai ici une table dont j'aimerais pouvoir surligner les valeurs que je souhaite voir en particulier, mettre en vert les valeurs qui dépassent un certain seuil et en orange les autres. Alors pour ça, donc j'ai ici dans ma barre de filtre, j'ai défini des contrôles d'entrée qui me permettent de faire varier ces couleurs. Par exemple, ici, j'ai décidé d'afficher donc en vert toutes les valeurs dont la quantité qui dépasse 3000. Et ça, c'est quelque chose que je peux modifier grâce à ces contrôles d'entrée. Je peux par exemple décider d'afficher uniquement ceux qui dépassent de 2400. Donc très simplement, je change la valeur du contrôle d'entrée et automatiquement, donc les couleurs vont changer dans ma rapport pour me surligner en vert toutes les valeurs de quantité qui dépassent 2400. J'ai défini un autre contrôle d'entrée ici pour faire la même chose sur la marge, où je peux décider d'afficher en vert uniquement celles qui dépassent 220 000. Et donc, même façon, je change ici donc mon contrôle d'entrée. J'ai ici aussi un autre contrôle d'entrée qui me permet de changer la mesure que je souhaite afficher dans mon graphique ici. Pour le moment, j'affiche la quantité, mais avec ce contrôle d'entrée, je peux changer et décider d'afficher plutôt le revenu. Donc, je change cette valeur et automatiquement, donc je change donc cette mesure. Je suis passé sur le revenu. Le dernier contrôle d'entrée, lui, est beaucoup plus classique puisqu'il permet juste de choisir un état différent donc dans ce même graphique. Le cinquième rapport, donc avec une carte géographique, donc a priori assez simple, rien de particulier à noter sur cette carte géographique, sauf qu'elle a des liens vers d'autres éléments sur le rapport, mais qu'on ne voit pas pour le moment. Tant que les liens ne sont pas activés, les contrôles de liens ne sont pas activés, les autres éléments ne s'affichent pas. Alors, ces liens ils vont me servir à afficher le détail pour un point en particulier sur ma carte. Par exemple, je veux afficher le détail pour
Los Angeles. Je clique donc sur Los Angeles et automatiquement, j'ai cette table qui s'affiche avec le détail donc de mes produits vendus à Los Angeles, avec le revenu associé à chaque fois et une sorte de petit graphique de type boulette qui s'affiche à côté pour montrer visuellement la valeur la plus importante. Voilà. Et donc à côté, juste un paille, un camembert traditionnel. Si je change de valeur, par exemple sur Boston, vous allez voir donc que donc je change ici le contenu du tableau, bien sûr, et automatiquement le petit boulette qui est à côté est changé. Alors c'est pas un nouveau type de chart, c'est quelque chose que j'ai construit manuellement et on va vous montrer un peu plus tard dans les slides comment on construit ça. Pour revenir à Product, la chose à noter ici, c'est que j'ai volontairement limité le nombre de lignes dans mon tableau grâce à un tri, enfin un rank en fait, un ranking pour n'avoir que les 10 premières lignes. Mais si l'utilisateur souhaite voir toutes les valeurs du tableau, alors à ce moment-là, dans le pied de la table, j'ai un lien, encore à nouveau un lien intra-document qui me permet d'afficher un autre rapport qui lui est caché. On ne le voit pas dans l'entête. C'est le rapport qui contient toutes les valeurs de la table et que l'on peut naviguer avec juste un lien dans l'entête qui me permet de revenir sur le rapport que j'étais en train de regarder. Donc, vous voyez, cette fonctionnalité de lien à l'intérieur du document est vraiment très puissante et permet de faire des choses très intéressantes, ainsi que les contrôles d'entrée. Quand on ajoute toutes ces astuces, on arrive à des rapports qui présentent des fonctions de tableau de bord finalement assez avancées. Alors, une question qui nous a été posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire le design de ce document, puisqu'on est là, on est dans le client Fiori qui ne permet pas de faire de design, mais tout simplement dans le menu, ici, on a un Open in Designer qui va ouvrir le client des HTML de Weeby pour basculer en design. Donc, ça se fait très simplement, il suffit de cliquer sur le lien et automatiquement, le client des HTML s'ouvre, un peu lent, notre serveur ce matin. Alors, ça va venir. Donc, Pascal, pendant que ça charge, je me permets de lire la question de M. Langlois. Merci pour toutes vos questions. La question était, la navigation intra-document est-elle aussi jouable en cliquant sur un composant du rapport courant pour en obtenir le détail? Donc, c'est ce que je crois que tu essaies de nous montrer maintenant, Pascal. Oui. Alors, est-elle aussi jouable en cliquant sur un composant du rapport courant pour en obtenir du détail? C'est-à-dire que là, le document, le lien, il est dans une cellule. Donc c'est un hyperlien en fait vers un autre rapport du document. C'est pas associé. Alors, ce qu'on vient de démontrer, effectivement, ce serait d'insérer ce type de intra-document linking dans une table. Donc, soit en pied de page de la table, soit dans une cellule, dans une colonne de la table. Je pense que ce que M. Langlois a en tête, c'est peut-être aussi d'avoir un comportement qui existe déjà aujourd'hui, qui est mis en œuvre grâce à une autre fonctionnalité qui ressemble beaucoup à l'intra-document linking, qui s'appelle l'open document, où quand je clique sur une cellule de ma table, cette cellule est passée en paramètre à l'open document et l'open document ouvre le détail en passant la cellule sur laquelle j'ai cliqué en forme de filtre. Alors aujourd'hui, on n'a pas ce niveau de fonctionnalité avec l'intra-document linking, mais un comportement équivalent est envisageable
Alors, je vais être un peu plus clair. Donc, la Trade Document Linking ne permet pas de passer de paramètres. Quand vous cliquez dessus, vous allez ouvrir un autre onglet dans le même document qui contiendra un certain nombre de choses. Plus tard, à la place d'ouvrir un rapport, vous pourrez pointer directement vers une section ou vers un bloc. Donc ça, c'est juste pour donner une perspective sur la manière dont cette fonctionnalité va évoluer. Aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est insérer une cellule, une colonne dans votre table, y injecter un Intra Document Linking et essayer de personnaliser chacune des cellules pour qu'à chaque fois que je clique sur la cellule dans cette table, ça m'ouvre, j'ai envie de vous dire potentiellement un autre rapport avec le détail sous-jacent. Et messieurs, je me permets aussi de parler d'une fonctionnalité qui est pas nouvelle mais très puissante, qui est le Element Linking, qui serait l'équivalent de cliquer sur la barre orange Télécom ici, et puis là, il y aurait le détail filtré de la table en dessous, par exemple, automatiquement. Donc, vraiment une belle action de dashboarding qui est déjà possible depuis plusieurs versions déjà. Voilà, c'est exactement la technique qui a été démontrée par Pascal à l'instant, c'est-à-dire que quand je suis dans le dashboard avec la géomap, quand je clique sur la géomap, le lien, quand je clique, et l'action clic, m'affiche des détails de l'information associée sous forme de table. On peut imaginer exactement l'équivalent à partir d'une table, c'est-à-dire ici, imaginez à la place de la géomap, j'ai une table, et quand je clique dans cette table, par exemple dans cette table, j'ai le pays San Francisco, et quand je clique sur San Francisco, sous ma table primaire, en dessous, j'ai une table secondaire qui apparaît avec l'ensemble des détails qui peut être associé à l'information San Francisco. Cela est possible aujourd'hui, mais dans ce cas-là, on ne parle pas d'intra-document linking parce qu'on reste dans le même rapport, mais plutôt element linking, qui est une manière de filtrer quelque chose. Là, ici, on utilise deux techniques dans ce dashboard, on utilise deux techniques, qui est element linking et une autre fonctionnalité qu'on appelle le show hide, montrer caché. Ensemble, et on vous explique comment mettre en œuvre cela dans quelques instants. Voilà. Juste pour terminer sur la partie design, là je reprends la main. Donc ce que vous voyez en fait, c'est que quand je bascule en design à partir du client Fiori, en fait j'ai un autre onglet qui s'ouvre dans le browser où s'ouvre donc le client DHTML, donc avec le rapport qui se met en design. Une fois que j'ai terminé, que j'ai sauvegardé ce rapport dans le client DHTML, l'onglet sur le BI Launchpad de Fiori est toujours ouvert et je peux rouvrir mon document donc dans sa version mise à jour. Voilà. Bon, on va revenir vers les slides maintenant pour expliquer un certain nombre d'astuces qu'on a utilisées pour construire ce rapport. Peut-être faire les Voilà, avant de rebasculer dans la présentation, on va vous expliquer comment quelles sont les techniques utilisées pour créer ces dashboards. Nous avons deux autres petits questionnaires à vous soumettre, très rapides. Oui, absolument. Donc, vous devriez l'avoir à votre écran maintenant. Donc, dans quel domaine Webby devrait-il investir pour avoir un rendu plus tableau de bord? Donc, peut-être Grégory ou Pascal, vous voulez expliquer les trois différentes options? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on appelle l'adaptatif, c'est-à-dire que je crée quelque chose en ayant en tête sur quel device il va être consommé. Typiquement, si je veux consommer un dashboard sur un téléphone, je vais créer mon dashboard avec un layout qui sera de type téléphone. Et bon, ça veut dire qu'il sera probablement quelque chose qui sera de la taille d'un écran de smartphone, voilà, et ça ne bougera pas. Responsive, on essaie d'être un peu plus intelligent, c'est-à-dire que le layout est un peu plus agile et je crée un dashboard, voilà, et imaginons pour l'écran d'une tablette ou d'un laptop, et si ce dashboard, je suis amené à le consommer sur un très grand écran ou
ou un smartphone, eh bien, le dashboard va se contraindre de lui-même, va s'adapter en fonction de l'écran. Et le dernier, c'est plus dans les techniques de mise en œuvre. Je vais y revenir. Est-ce que vous avez besoin d'helper? D'helper, typiquement, c'est quand je prends des blocs. Donc, un bloc, c'est une table ou un graphique, un chart. Quand je veux les redimensionner et ou les aligner les uns par rapport aux autres, est-ce que vous avez besoin d'une aide visuelle? Typiquement, ce qu'on a en tête, je pense que tout le monde a utilisé PowerPoint, et quand dans PowerPoint, on insère une table ou des cellules ou des graphiques les uns à côté des autres, quand on essaie de les redimensionner, on a cette petite barre rouge qui apparaît de manière automatique, qui vous dit, ah là, tu es aligné par rapport à la bordure supérieure de la table juste à côté. Même chose pour la bordure inférieure des différents éléments graphiques, etc., etc. Donc ce genre de choses, donc je voulais juste un peu savoir dans quelle direction on souhaiterait aller et qu'est-ce qui serait vraiment utile pour permettre à Webi d'être un peu plus dashboard-like. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle le layouting, donc le canvas, le comportement du canvas. Donc ça, c'était voilà. Ça, c'était le premier. Puis on voit que vous avez, toutes les options semblent bien populaires. Donc c'est très bien. Et il y en a peut-être deux qui se détachent. Ouais. Et le troisième point. Voilà. Donc, dans quel contenu Webi doit-il investir afin de mieux illustrer votre rapport? Donc, encore une fois, Grégory, peut-être que tu veux étendre sur les différentes possibilités? Oui, donc là, on parle plus sur le contenu. Donc, Webi, comme je le disais tout à l'heure, il est très agile. En termes de représentation graphique, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et peut-être qu'on a besoin de simplifier certaines choses. Par exemple, des icônes. Alors, qu'on crée, c'est vrai pour un rapport opérationnel, mais encore plus pour un dashboard, on a peut-être besoin des petites icônes pour illustrer de manière sympa le dashboard ou le rapport. Donc, est-ce qu'on vous avez besoin qu'on vous fournisse par défaut des icônes dans Webi? Donc, ce serait des icônes, voilà, je sais pas, un petit email qui s'en va, des trucs, enfin, on peut trouver des tas de choses. Des nouvelles géomaps pour représentation graphique. Aujourd'hui, nos géomaps fournissent le strict minimum. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Des nouveaux types de blocs. Alors aujourd'hui, dans les blocs, on a des blocs de type table, des blocs de type cellule, des blocs de type graphique. Est-ce qu'on aurait besoin, par exemple, d'avoir des blocs de type input control? C'est-à-dire que aujourd'hui, les petits widgets qu'on utilise pour faire de l'interactivité sont dans la barre de menu tout en haut. Serait-il utile de les mettre à côté de la table, à côté de votre graphique, dans le rapport lui-même? Donc, je pense à ça par un nouveau type de bloc. Et enfin, par plus d'interactivité, je vous ai parlé des element linking. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Typiquement, quand je clique sur une table pour filtrer un autre graphique, est-ce que quand je clique, ça doit filtrer tout de suite, ou est-ce que quand je fais un overlay, quand je surligne l'information, eh ben, ça met en œuvre un mécanisme de pré-filtrage qui me montre quel va être le résultat si je clique. Donc c'est avant de cliquer, c'est en overlay. Ou si je sélectionne un graphique de type barre, et je sélectionne une barre, est-ce que dans le tooltip, par exemple, vous auriez besoin de voir autre chose que les informations liées à la barre que j'ai sélectionnée? Aujourd'hui, c'est la dimension et la mesure. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations dans ce tooltip? Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, avoir un graphique dans ce tooltip? Et ce graphique doit-il être interactif, ce genre de choses, etc., etc. Voilà. Ben, merci. Je partage rapidement les réponses. Donc, encore une fois, qui était à choix multiple. Donc, voici pourquoi il y a beaucoup de... Le total des pourcentages est là. Merci. Donc, ça donne plus d'interactivité, semble être quelque chose d'assez important, suivi par les géomaps. Troisièmement, des icônes. Donc là, on parle vraiment de pure illustration d'un rapport opérationnel ou d'un dashboard. Et enfin, des nouveaux types de blocs en dernier lieu. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va reprendre la main maintenant et on va revenir dans les détails sur ce qu'on a fait ce qu'on a utilisé pour mettre en œuvre ces dashboards. Donc, pour créer des dashboards dans Webi, alors les bases,
D'abord, je vais probablement me répéter, vous choisir un mode page et sélectionner le format de cette page, donc typiquement A3 ou A4. Une fois que vous choisissez le format de cette page, de manière, nous vous recommandons A3, vous devez choisir si c'est en mode paysage ou en mode portrait. Paysage, ça semble être la bonne manière de faire pour un rapport de type dashboard. Il faut enlever tout ce qui est header, footer. Il faut enlever toutes les marges, donc en haut, en bas, à droite, à gauche. Et enfin, on utilise des techniques de positionnement relatif pour positionner les graphiques. C'est-à-dire que je positionne mon premier élément, donc à rabord, le bloc numéro 1, et je dis le bloc numéro 1, il se trouve à 0 cm du top edge de mon rapport et à 0 cm de la marge gauche de mon rapport. Voilà. Une fois que j'ai positionné le bloc numéro 1, il va devenir central, il va devenir votre pivot. Ensuite, je positionne le bloc numéro 2. Et le bloc numéro 2, je le positionne de cette manière. Je lui indique qu'il est positionné à 0 cm de la marge supérieure de ma page. Et il est positionné à soit à 0 cm, soit à 1 ou 2 mm de la marge droite de mon bloc numéro 1. Même chose pour mon bloc numéro 3. Il est positionné à 0 cm de la marge supérieure de ma page et il est positionné à 1 ou 2 mm de la marge de la bordure droite de mon bloc numéro 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc comme ça vous permet de positionner très finement au dixième, au centième au dixième de millimètre près vos éléments dans la page, et une fois que vous utilisez le relative positioning, ça reste figé et ça ne bougera pas du tout. Voilà. Ensuite, une autre technique utilisée, c'est pour les différents blocs. Donc j'ai essayé d'utiliser une certaine unité, un ratio que j'essaie d'expliciter dans la slide. Tous mes blocs, on respecte un certain ratio, et quand je cumule ces différents ratios, j'arrive à 100% soit de la taille horizontale, soit 100% de la taille verticale de ma page. Typiquement, par exemple, pour les trois premiers blocs en haut, j'utilise un ratio qui est 2 par 1, 2 par 1, 2 par 1, 6 fois 2, etc. etc. Ensuite, pour mes graphiques, ils ont une taille qui est fixe. Elle n'est pas setée manuellement, la taille de mes graphiques. Et pour cela, vous devez aller dans les propriétés de chaque bloc et dire, pour les blocs de type graphique, vous les spécifiez de manière fixe. Il ne faut pas laisser cela libre. Typiquement, quand je dis un ratio de 2 fois 1, plus ou moins, ça correspond à, ou 6 par 1, ça correspond à 14 cm par 6, par exemple. Et ensuite, pour les tables, comment faire en sorte que les tables ne grossissent pas en largeur? Eh bien, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est d'assigner une taille fixe pour les colonnes. Pour chaque colonne de les tables, vous devez unchecker, déchecker largeur automatique et donner une largeur fixe pour chacune des colonnes de votre table, et mis bout à bout, vous arriverez à une taille fixe pour l'ensemble de votre table. Et ainsi de suite, quelle que soit la quantité d'informations contenues dans une cellule, eh bien, soit elle sera tronquée, soit vous utilisez du wrap text, mais au moins la taille en largeur ne bougera pas et sera fixe. Ensuite, pour les animations, les animations, ce qu'on appelle, alors pour Interactive Viewer, il est disponible depuis la version 4.2 SP4. Les animations, c'est à partir de la 4.2 SP6. Et j'ai quelque chose que je ne vous ai pas montré, ce qu'on appelle le refresh automatique. C'est la possibilité d'ouvrir vos dashboards, vos rapports en mode pleine page et de mettre en œuvre un rafraîchissement automatique toutes les 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à toutes les 1440 minutes, ce qui correspond à 24 heures de votre document. Il y a une option qui s'appelle Automatic Refresh, que je ne vous ai pas montré, ma faute. Voilà, et ça vous permet de garder vos documents de type dashboard ouverts, quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça se rafraîchit, on garde la session ouverte tant que l'automatic refresh est activé, et le document se rafraîchit à l'intervalle spécifié, toutes les 10 minutes par exemple. Voilà.
Et tout ça est disponible. Si vous allez avec la dernière version, le mieux c'est d'aller au minimum 4.2 SP6, SP7 étant la dernière version à votre disposition. Voilà. Alors, il me reste 2 minutes 30. Grégory est très bavard. Donc, je vais donc rapidement à propos donc des liens intra-documents. Donc, en haut dans l'entête du rapport, il s'agit tout simplement donc de cellules libres dans chacune d'entre elles. Donc, j'ai placé un lien vers le rapport et puis donc en utilisant donc les couleurs et puis etc. Pour changer, pour montrer le rapport courant, le distinguer des autres rapports. Ensuite, alors, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'à partir de la géomap, on pouvait afficher une table et un camembert grâce à l'élément click. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, en fait, sur la table et le camembert, on a une condition pour cacher le bloc, qui est sur une formule très simple. C'est l'element link, donc qui était basé sur la dimension city, et en fait je compte le nombre de city. Donc tant qu'il n'y a pas de sélection, il y a le compte est nul, donc on n'affiche rien. Et dès qu'on sélectionne, ou plutôt c'est le contraire, tant qu'il n'y a pas de sélection, le compte est supérieur à 1 puisque toutes les valeurs de city sont sélectionnées. Et dès que je sélectionne avec mon element link une city, alors donc du coup le compte est à 1 et à ce moment-là j'affiche. La petite barre donc de boulette là, le sorte de graphique boulette qu'on voit dans la table, elle est construite en fait avec une formule aussi qui est pas très compliquée. C'est en fait on affiche le caractère ASCII 124 qui correspond au caractère pipe, et donc on affiche autant de caractères que la valeur est grande. Donc en fait on a un petit ratio à construire par rapport à la valeur totale. Et donc on fait ça donc pour toutes les lignes, enfin les produits qu'il y a dans cette table, la dimension qui est sur l'axe de la table. On avait aussi donc une table de taille fixe, donc avec un ranking sur la table pour afficher les 10 premières lignes, et donc dans le footer donc un lien vers un rapport caché. L'affichage dynamique coloré donc dans la table donc se fait avec une variable de type constante que j'ai appelée quantity, à laquelle j'ai donné une valeur constante 2000 pour démarrer, mais j'aurais pu donner n'importe quelle autre valeur, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et dans l'input control, donc le contrôle d'entrée, en fait je fais varier donc cette constante, donc je lui donne un minimum qui est 2000, un maximum 3500, qui correspond grosso modo aux valeurs présentes donc dans ma table, et avec je définis donc un pas pour changer les valeurs donc dans ce type de contrôle d'entrée. Et donc j'ai un conditional format qui est un format conditionnel défini sur cette colonne, qui permet de changer la couleur de la cellule en fonction de la valeur affichée, en la comparant avec la valeur de quantity qui, elle, est donc changée par le biais de ce contrôle d'entrée. Pour changer le KPI qui est affiché dans le graphique, c'est le même principe, sauf que cette fois, donc je définis une variable donc de type string. Cette fois, c'est pas un nombre, donc je lui donne une valeur par défaut qui est revenu. Et donc je vais avoir une formule qui s'appelle mesure, qui va en fait dont l'objet qui est affiché va changer en fonction de ce que KPI représente. C'est-à-dire quand c'est revenu, je vais afficher le mesure va prendre pour valeur sales revenue, et quand ce KPI est autre chose que revenu, il va prendre pour valeur quantity sold. Et donc je change la valeur de KPI grâce à mon contrôle d'entrée. Je définis un contrôle d'entrée manuel avec deux valeurs que j'ai rentrées manuellement qui sont revenus et quantity. Et donc en passant de l'un à l'autre, eh bien forcément ça change
donc là, ce qui est représenté par mesure, et donc ça change le contenu de mon graphique. Voilà, donc on a terminé pour ces petites astuces. Donc on a maintenant. Donc Patrick, on va passer la main à Patrick. On va passer la main à Patrick avant d'ouvrir le Q&A. On peut prendre quelques questions, je pense. Oui, absolument. Je reprends la main. Vous devriez voir mon écran maintenant. Parfait. Ouais. Donc, juste une slide avant les questions. Certains d'entre vous nous connaissent déjà. Nous sommes 368 partenaires SAP et nous faisons des solutions pour accompagner et maximiser l'utilisation et l'investissement que vous avez fait avec Business Objects au fil des années. Donc, on a des solutions pour vous aider avec vos mises à jour, l'analyse des métadonnées disponibles dans Business Objects, comme pour faire de l'analyse d'impact, par exemple, ou RGPD, tout ce qui est autour de la qualité des tests de non-régression et tout ça. Donc, on a des outils pour vous aider. La gestion du cycle de vie et des versions de la promotion des objets. Et ultimement, vous aider à réduire vos coûts, à être plus sécure et en conformité, automatiser plusieurs opérations d'administration, de maintenance, et puis vous permettre de faire du libre service, ce qui veut dire comment accéder, encore une fois, à la métadonnée, mais pour répondre à vos questions. Donc, on voudrait savoir comment est-ce qu'on peut vous aider dans le futur. Donc, comment est-ce qu'on pourrait vous aider à optimiser votre plateforme Business Objects? Donc, dernier petit sondage de la journée. Donc, peut-être vous souhaiteriez discuter optimiser les sauvegardes et les restaurations. Peut-être vous avez besoin d'aide sur les tests de non-régression, mais surtout automatiser quand vous faites des mises à jour, quand vous modifiez les univers et les queries BW, par exemple. Tout ce qui est utilisation de la métadonnée pour une raison ou une autre, ou les mises à jour et l'immigration. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps là-dessus. Grégory, Pascal, j'ai vu que vous avez répondu à certaines questions en direct. Je vais juste ouvrir des questions ici sur mon interface. Voilà, donc je vais fermer le questionnaire. Merci à tous d'avoir voté. Bon, je vous invite, comme d'habitude, bien sûr, à des webinaires à suivre en anglais, ces deux ici. Un de nos clients, comment ils ont procédé pour réduire leurs coûts et avoir de meilleures performances avec sous Business Objects grâce à l'utilisation de nos outils. Et aussi, on a un autre webinaire SAP dans un mois où on parlera du côté plateforme, mais de ce qui est à venir avec SAP Business Objects BI 4.3. Donc, voilà les questions et les réponses. OK. Donc, je vais essayer de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire de vous les lire, les présenter à l'écran et inscrire les réponses. OK. Grégory, est-ce que je réponds, et Pascal, est-ce que je réponds à celle que vous avez mis en rouge? Voilà. Oui, on peut commencer par ces deux questions, Patrick, tout à fait. OK, bon, écoute, je vais commencer avec celle-là ici. Voilà, donc première question, si j'arrive à faire, voilà. Donc, doit-on avoir Fiori pour avoir accès à certaines des options que vous avez présentées aujourd'hui? Oui, c'est vrai pour deux options, deux fonctionnalités que je vous ai présentées, ce qu'on appelle les animations à l'ouverture des documents Webi. Donc ça, c'est disponible uniquement dans le Webi Interactive Viewer 4.2 SP6. Et la deuxième, c'est que je vous ai pas montré ce qu'on appelle le Automatic Refresh. Donc c'est la possibilité de garder un document Webi de type dashboard ou pas ouvert, plein écran, avec la session qui reste ouverte le temps que cette fonctionnalité est activée et avec le document qui se rafraîchit toutes les
toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutes en fonction de vos besoins. Donc ces deux fonctionnalités ne sont disponibles qu'au travers d'une nouvelle Webby Interactive Viewer. Sinon, toutes les autres fonctionnalités présentées sont disponibles au travers du Webby DHTML classique. Et d'ailleurs, on doit passer par le DHTML Designer classique pour les mettre en œuvre, pour les utiliser et pour les afficher, que ce soit dans le DHTML Viewer classique ou dans le Webby Interactive Viewer. Voilà. Parfait, merci. Sinon, il y a une question qui est en plusieurs parties, mais qui était par rapport à la navigation intra-document, open document et tout ça, où effectivement l'utilisation de open document, ça les invite, ça peut être un peu lourd. Donc, vous vouliez en parler davantage. Oui, tout à fait. Donc, pour effectivement, l'open document, en fonction du type, de la manière dont a été structuré le document cible, un utilisateur doit remplir les prompts. Alors d'abord, il y a une manière, d'avoir les prompts sont optionnels, premièrement. Deuxièmement, si vous passez une information à un prompt, vous n'êtes pas obligé d'afficher la boîte de dialogue des prompts. Et si je ne me trompe pas, en 4.2 SP7, pour les prompts optionnels qui sont populés en cliquant sur un lien OpenDoc, la boîte de dialogue n'apparaîtra pas et ce sera totalement transparent. C'est-à-dire, par exemple, je clique sur une table qui contient l'information dans une cellule France, je clique sur France. Cette information France est passée dans le document cible dans un prompt. Et cela peut être totalement transparent et être fait automatiquement. Voilà. D'accord. Donc, pour la question, on peut alléger le processus d'affichage ou pas des invites dans le cadre d'Open Document. Parfait. Voilà. Taper en live super vite en face de beaucoup de personnes. Voilà. OK. Donc, je pense que c'était tout pour les deux questions qui restaient à répondre. Pascal, Grégory, je ne sais pas si vous souhaitez revenir sur un certain point en particulier ou si on est terminé. Non, je pense qu'on aurait pu en montrer beaucoup plus, aller beaucoup plus loin dans la manière d'utiliser Webby comme un outil pour faire des dashboards. Je reviens sur cette technique d'utiliser des images comme background de la page. Ça vous permet effectivement de pallier au manque d'éléments graphiques, de quelque chose de très visuel dans les documents Webby. Donc c'est une technique qu'on aurait peut-être pu montrer parce que ça permet de complètement changer la perspective du document, du rapport. Ça permet d'avoir quelque chose de très, 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 très graphique. Voilà. Sinon, je tiens à vous remercier d'avoir passé cette heure avec nous. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant et que cela a pu vous inspirer. Encore une fois, Webby est un outil très, très polyvalent et avec un peu d'imagination, on peut faire vraiment des choses superbes et très, très visuelles qui plairont beaucoup à vos utilisateurs finaux. D'accord. Grégory et Pascal, merci à vous tous, vous deux de vous être joints avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous d'être venus en grand nombre sur ce webinaire. Peut-être qu'il faudra faire une partie numéro 2, Grégory, une version avancée de ce webinaire, peut-être. Écoute, je te prends au mot parce que, comme vous avez vu aujourd'hui, vous a présenté la partie consommation via le nouvel Interactive Viewer et vous avez posé quelques questions en termes de simplification pour rendre Webby peut-être plus simple pour créer des dashboards. Et c'est peut-être un des objectifs cachés que l'on a avec la BI 4.3 pour le nouveau Webby Designer. Donc en 4.3, nous allons vous proposer une nouvelle interface de design que nous souhaitons simple et moderne. Peut-être qu'on vous présentera en quoi cette nouvelle interface nous permettrait de faire des dashboards encore plus simples et encore plus rapidement que ce que nous avons pu vous présenter aujourd'hui. Super. Bon, merci encore à vous tous. Puis je vous souhaite un bon reste de la journée. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci Patrick.